Alors, bonsoir à tous. À la lumière de ce que nous avons vu le mois dernier, qui a raison, qui a tort, le problème de la vérité, nous allons aujourd'hui aborder un des défis les plus importants de l'humanité à travers la question « L'humanité a-t-elle un cœur ?» Il s'agit du défi ou du problème posé par les frontières. Qu'est-ce que les frontières? Comment est-ce qu'on utilise les frontières? Comment est-ce que nous considérons les frontières? Et là, il y a beaucoup de choses à voir du point de vue des frontières. Parce que rien que de ce que nous avons sous les yeux, nous pouvons voir combien c'est un problème d'une brûlante actualité. Il est question tous les jours, effectivement, de frontières, de les franchir ou pas. Et là, elles sont extraordinairement différentes. Qu'il s'agisse, par exemple, des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, en Europe, qui permettent qu'il y ait une libre circulation des marchandises et des personnes. Ou bien qu'il y ait un certain nombre de frontières qui permettent bien la libre circulation des marchandises, mais pas des personnes, ou en tout cas pas tout le monde. Et puis certaines frontières tout à fait fermées qui ne laissent passer que très très peu de marchandises ou très très peu de personnes triées sur le volet. On peut donc voir finalement que de tous ensemble au mois d'abord, finalement, les frontières varient énormément et naturellement vont traduire toute une évolution de conscience concernant l'humanité. C'est vrai que la façon dont nous vivons avec nos frontières ou à l'intérieur de nos frontières ou sans frontières va nous faire réfléchir sur ce que nous sommes du point de vue de la conscience. C'est donc comme ça que nous allons essayer de le voir. Avant de commencer, peut-être deux choses, deux précisions. La première, c'est que, comme vous le souvenez, comme la fois dernière, nous ne cherchons absolument pas à donner des réponses pratiques, concrètes. On ne cherche pas à donner des trucs concernant le monde des frontières ou ce qu'il faut faire par rapport aux frontières. Ce que nous cherchons, c'est à essayer d'initier une pensée, une recherche concernant la source de toutes ces problématiques ou de tous ces défis de l'humanité. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Nous cherchons à réfléchir en amont et surtout pas donc en aval dans les résultats que cela pourrait donner. Et puis, comme nous l'avons vu l'année dernière, vous vous souvenez que, à propos des travaux d'Hercule, je vous disais souvent, Hercule est tous les personnages. Et que nous aussi, comme Hercule, nous étions tous les personnages. Et c'était comme ça qu'il fallait essayer de comprendre chaque travail. Là aussi, on pourrait dire, et c'est une manière un petit peu intéressante de le voir, c'est que nous sommes aussi toutes les données du problème. Même si le problème nous apparaît extérieur, dans lequel nous dit, moi, personnellement, j'ai aucun problème de frontières, ce qu'on va chercher justement à initier, c'est une recherche et un parallèle entre le problème extérieur ou le défi extérieur pour l'humanité et puis ce que nous sommes, nous. L'intérêt de comprendre le problème ou les propositions qui sont à l'origine de toute cette question des frontières, c'est de nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, à voir et à comprendre en quoi nous avons l'équivalent et à partir de quoi nous pouvons travailler, nous pouvons développer une évolution, ce qui aura naturellement un impact sur le monde extérieur. Enfin, je pourrais ajouter quelque chose, c'est que sur la question « le monde a-t-il un cœur ?», il ne s'agit évidemment pas forcément de l'organe, ou il ne s'agit pas forcément non plus d'une question concernant l'émotionnel, mais concernant le chakra du cœur. Le chakra du cœur, comme vous le savez, c'est un chakra donc extrêmement important, bien que étant un des moins éveillés chez l'humanité. Ça peut surprendre, parce qu'on pourrait se dire que l'humanité est passionnée et que ça pourrait vraiment, au contraire, éveiller son centre du cœur. Non, avec le centre en rapport avec l'âme, le chakra du cœur est un des moins éveillés. Pourquoi? Parce que c'est un centre qui véhicule l'unité, l'amour, le rayon 2 d'amour-sagesse qu'on aura l'occasion de revoir. Et donc cette notion d'amour fondamental n'a strictement rien à voir avec l'amour affectif. Par conséquent, aucune passion, aucun intérêt pour l'autre, aucun développement n'intéresse finalement ce chakra-là. Il n'est passionné, il n'est développé que lorsqu'il s'agit d'amour global, de pensée globale. C'est seulement là que le chakra du cœur se met en place. Donc, l'humanité a-t-elle un cœur? Nous ramène tout de suite sur la grande question, l'humanité pense-t-elle en termes d'ensemble, en termes de groupe? Voilà, c'est à travers cette question que nous allons traiter cette histoire des frontières. Alors ce qui est intéressant, puisque je parlais justement du chakra du cœur, c'est de voir que ce chakra, on pourrait le relier à deux rayons. D'une part, le rayon 2, le rayon d'amour-sagesse dont je viens de vous parler, et puis d'autre part, on peut le relier au rayon 4.
Parce que il est le 4e chakra, que vous comptiez de haut en bas ou de bas en haut, il est pile poil au milieu. C'est le 4e centre. Et en tant que 4e chakra, il a véritablement donc un rôle d'intermédiaire entre les 3 supérieurs et les 3 inférieurs. C'est un peu comme s'il devait réussir à faire un pont entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et là, on fait tout de suite nous-mêmes un pont avec l'humanité. Car l'humanité, c'est le 4e règne de la nature. Là aussi, que vous comptiez du haut en bas ou de bas en haut. Pour ceux peut-être qui ne sont pas habitués, effectivement, il y a 7 règnes de la nature. Minéral, végétal, animal, humain, le 4e règne. Et puis au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle le 5e règne, le règne des âmes. Le 6e règne, le règne planétaire. Et le 7e règne, le règne des étoiles, le règne stellaire. Tout ça, ce sont des règnes de la nature. Et l'humain, en tant que 4e règne, tout comme le chakra du cœur, se doit de faire le pont entre les 3 règnes supérieurs et les 3 règnes inférieurs. Donc il y a une histoire de pont à faire entre des mondes, de reliaison finalement entre ce qui est plus subtil et ce qui est plus dense. Ça va tout de suite nous amener à traiter d'un rayon. Un rayon très intéressant parce que c'est le rayon qui est le rayon fondamental de l'humanité. Donc on va le retrouver cette année assez fréquemment, parce que c'est le rayon qui fait évoluer l'humanité, c'est le rayon 4. Le rayon 4, on l'appelle le rayon d'harmonie par le conflit. Un peu bizarre comme appellation. Quand on n'est pas habitué, le rayon d'harmonie, bon ça on conçoit bien, voilà un rayon d'harmonie. Mais harmonie par le conflit, et pourquoi pas un rayon d'harmonie par l'harmonie ? L'harmonie par la discussion, l'harmonie par la bonne entente, l'harmonie par la bonne volonté, l'harmonie en chacun en y mettant du sien. Ben non, c'est l'harmonie par le conflit. Ce qui va demander effectivement des éclaircissements et de voir comment l'humanité fonctionne avec cette énergie de rayon. Et donc cette énergie de rayon, elle est tout à fait fondamentale parce que c'est grâce à elle que l'humanité progresse. Depuis que l'humanité existe, depuis très très longtemps, c'est un véritable vecteur d'évolution. C'est grâce à ce rayon que l'énergie donc d'amour va progressivement être développée par l'humanité. C'est par ce rayon que l'humanité va progressivement développer son pont entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Alors, intéressant de bien comprendre cette histoire de rayon 4. Il ne vous a pas échappé que depuis très très longtemps, l'humanité évolue dans la dualité. C'est vrai que quand on définit que nous sommes dans un univers fait d'esprit et de matière, que le plus subtil, c'est ce qu'on appelle l'esprit, le plus dense, c'est ce qu'on appelle la matière en termes vibratoires, il est évident que évoluer entre ces deux mondes, réussir à fonctionner entre ces deux mondes, nous amène automatiquement à une dualité. Et les dualités, elles sont partout présentes. Esprit, matière, âme, forme. Ou bien tout simplement, depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est gamin, la dualité, c'est l'autre. C'est finalement comment s'entendre avec l'autre, comment s'entendre avec les autres gamins, avec les adolescents, comment s'entendre avec les adultes, comment s'entendre ensemble, comment les sociétés s'entendent, comment les pays s'entendent. Bref, on est vraiment confronté en permanence à ce problème de dualité. Et comment réussir à avancer au sein de cette dualité, puisque le rayon 4, c'est vraiment le rayon qui est au service de l'unité. On pourrait dire que c'est avant tout un grand principe de réunification, d'unification. On trouve par exemple ce principe à travers la sexualité. Voilà, c'est le grand principe qu'utilise l'humanité dans un système d'unification. Mais ce principe de sexualité, qu'on appelle aussi le principe de polarité, va servir à d'autres niveaux plus abstraits à réunir toutes les polarités, plus et moins. Comment tendre progressivement vers le 1 ? Vers l'unité, sachant que nous sommes des myriades totalement différentes. Comment est-ce qu'on va se grouper d'individu à individu ? Peut-être de village à village, de tribu à tribu, de pays à pays. Comment progressivement, d'ensemble à ensemble, on va réussir à se regrouper véritablement, à s'unir, à s'harmoniser pour arriver plus tard, dans très très longtemps, à cette unité fondamentale que représente le rayon 2. Le rayon 4, c'est celui qui nous fait travailler cette unification, tout ce principe de réunification. Et on va voir combien il est présent chaque jour dans notre vie, à chaque instant. Le rayon 4, il est tout le temps là. On pourrait dire, mais alors, il y a de nombreuses âmes rayon 4, certainement dans le monde actuellement. Eh bien non, paradoxe suprême, il n'y en a pas, ou presque pas. Pourquoi ? Parce que le rayon 4 n'est pas actuellement ce qu'on appelle en incarnation, il n'est pas présent. Qu'est-ce que ça veut dire pour les non-initiés au rayon ? Ça veut dire que les rayons
ont des saisons et que, d'une manière cyclique, certains d'entre eux, eh bien, sont ce qu'on appelle en incarnation. Entendez par là que ces rayons imposent un fonctionnement à l'ensemble de l'humanité, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Bref, à la planète Terre, ce sont des rayons qui s'imposent et qui finalement vont créer tout un environnement, une civilisation, des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Bon, actuellement, il y en a 4 ou 5 qui sont en incarnation. Mais le rayon 4 ne fait pas partie de cela. Il l'était il y a quelque temps du côté de la Renaissance, mais pour l'instant il ne l'est pas. Et naturellement, une âme a besoin de la présence de son rayon pour pouvoir évoluer. Comme pour l'instant le rayon 4 n'est pas en incarnation, il n'impose pas de civilisation particulière, et donc les âmes 4 ne viennent pas pour l'instant. Pour l'instant. Mais voyez le paradoxe. Je suis en train de vous dire que le rayon 4, il n'est pas là, il n'impose pas une civilisation, et pourtant il est à l'arrière-plan constamment dans l'histoire de l'humanité. Et donc il est vraiment là constamment pour nous. Mais, intéressant, ce rayon 4, à partir de 2025, il va commencer à arriver progressivement et à faire sentir de plus en plus sa présence, et des âmes rayon 4 vont arriver de plus en plus. D'ici un siècle, on devrait vraiment, vraiment bien sentir le changement. Et donc une nouvelle civilisation apparaît, parce que quand il sera en incarnation, c'est plus simplement l'influence de l'humanité, c'est vraiment une influence sur l'ensemble des vies de la planète Terre. Ce qui va changer énormément de choses. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres défis de l'humanité, puisqu'on retrouvera ce rayon 4 bien souvent. Certainement aussi, il faut se rendre compte que le désir d'harmonie et la nécessité de conflit vont aussi s'accroître terriblement. Donc déjà, on pourrait noter maintenant, parce que 2025, c'est pas loin, et donc c'est pas le 1er janvier 2025 que le rayon 4, coucou, me voici. Donc c'est un fondu enchaîné. Et donc on pourrait peut-être noter d'ici là, c'est intéressant en tout cas à voir que certainement ce principe que nous allons avoir aujourd'hui, ce principe d'harmonie par le conflit, est quelque chose qui va s'accroître considérablement et qui va amener des changements progressifs dans l'histoire de l'humanité que nous sommes. Que dire de ce rayon 4 tout d'abord ? 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe d'harmonie. Qu'on pourrait appeler, comme je l'ai appelé tout à l'heure, le principe unificateur. C'est un principe fondamental, vous voyez, qui pousse par l'âme que nous sommes, qui pousse par l'âme de l'humanité, et qui cherche à amener l'humanité progressivement à s'unifier pour rejoindre ce fameux un. Mais c'est un boulot de très longue haleine. Très très long. Tout simplement parce que, avant de se réunifier, il faut se rendre compte que nous sommes chacun d'entre nous, une unité. Et même pendant très très longtemps, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais avant d'arriver à percevoir que nous sommes une dualité en conscience, que nous sommes âme, personnalité, etc., il faut se rendre compte combien finalement nous avons le sens simplement de « je suis moi ». Et puis c'est tout. Et donc à partir de là, on voit comment beaucoup de gens dans l'humanité actuelle sont tranquillement eux-mêmes. Et donc je suis une unité à moi tout seul. Et pas du tout forcément envie de s'unir à d'autres. Si, quand même, le couple, la sexualité, oui, quand même. Et puis c'est vrai que ce système, on va le voir progressivement, qui va pousser un peu dans tous les aspects. Parce qu'à chaque fois, ce qui va être utile à ce processus d'unification, c'est un intérêt commun. Quel intérêt commun ? Par exemple, ce serait bien qu'on se regroupe dans un village, on pourrait peut-être mieux se défendre par rapport à l'adversité. Ce serait peut-être bien qu'on chasse ensemble, ou qu'on cultive ensemble, ou qu'on fasse des choses ensemble. Ça serait peut-être bien que finalement on se regroupe en famille, ou qu'on se regroupe en ethnie, ou qu'on se regroupe en province, ou qu'on regroupe nos provinces en nations, ou qu'on se regroupe comme ça. C'est ce que nous avons fait avec l'Europe. À un moment donné, on dit, ce serait peut-être bien qu'on crée l'Europe. Ah bon, mais pourquoi ? On est bien chez nous, chacun dans notre pays. Oui, mais si on veut faire le poids par rapport à la Chine, la Russie ou les États-Unis, chacun de nous tout seul n'est rien du tout. Par contre, si on réussit à se regrouper et à faire l'Europe, une seule et même nation, là, on compte. Là, on peut vraiment avoir un intérêt commun qui paraît évident. Et c'est ainsi que, vous voyez, par intérêt commun, on est poussé progressivement à se regrouper,
à s'unifier. Vous allez me dire, c'est peut-être pas la meilleure des raisons. Ah, c'est sûr qu'on a fait l'Europe pour ça. C'est pas forcément le plus grand idéal qu'on puisse imaginer. Mais c'est un début. Ça commence comme ça. Et c'est vrai que progressivement, on peut imaginer que des regroupements se fassent, non plus par intérêt commun, mais simplement pour le bien de l'ensemble. Un bien commun avec un B majuscule. Qu'on imagine que finalement, le bien de l'humanité, c'est qu'on arrive tous à se regrouper avec tous les règnes de la nature. Mais ça, c'est vraiment dans les phases finales. Au départ, c'est quelque chose de beaucoup plus prosaïque. C'est effectivement en rapport avec des intérêts communs. Donc on voit comment finalement on va chercher comme ça à se regrouper. Je ne dirais pas forcément à s'harmoniser, mais en tout cas à se regrouper. Bon. Mais pas facile finalement du coup de réussir à se regrouper, parce que dès qu'on se regroupe, on n'est pas forcément d'accord. On le voit bien dans le couple. On est d'accord pour former un, et on s'unit pour le bien tous les deux. Combien de temps avant que certains problèmes ne surgissent, que certaines dissensions, certaines dualités, et effectivement, c'est quelque chose qui apparaît rapidement, dans une association, dans une équipe de travail, ou tout simplement dans l'Europe, entre les pays. Ah, on dit bien que tant que le couple franco-allemand fonctionne bien, tout va bien, mais quand il va pas bien, vous voyez, on utilise même des images de couple par rapport au pays. Et donc ça montre que finalement, la bonne volonté de s'unir, elle est toujours là, on a toujours envie de s'unir, mais réussir à s'harmoniser véritablement, ça, c'est pas du tout évident. Alors, il y a différentes techniques pour pouvoir s'harmoniser. Par exemple, il y a des gens qui trouvent que si tout le monde reconnaît qu'ils ont raison, eh bien, et si tout le monde le reconnaît unanimement, ça crée une harmonie absolument extraordinaire. Souvent, ça a été le rêve de la France. Si l'Europe pouvait se faire uniquement sous l'égide de la France, grâce à la France, et tout le monde se range aux avis de la France, on aurait une Europe qui ne serait pas celle d'aujourd'hui. Complètement unie, unanime, ce serait fantastique. Oui, mais ça n'a pas l'air de marcher comme ça. Mais même nous, dans notre quotidien, quelquefois dans la famille ou au boulot, mais si tout le monde, si vous vouliez bien reconnaître combien j'ai raison, et que vous arrêtiez tout le temps de discutailler comme ça pour un oui et pour un non, eh ben, on serait dans l'harmonie complète. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est un vieux rêve. On essaye quelquefois d'imposer. Il y en a bien qui essayent par moment d'imposer cela, ou en tout cas de suggérer fortement que ça puisse exister. Mais non, ça ne tient pas longtemps, même si ça tient un tout petit peu parfois. Alors, comme la dualité est à nouveau là, on dit, faut s'y prendre autrement. Alors, si on veut véritablement s'unir, certainement, il faut arriver à négocier. Il faut arriver finalement à faire des concessions de part et d'autre. Il faut qu'on réussisse à ce que chacun y mette du sien. Parce qu'on ne peut pas être dans une association exactement comme on est tout seul. Si on veut s'associer, il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on dit généralement au niveau du couple. Chacun doit y mettre un petit peu du sien, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Si un couple, ça n'est pas l'alliance de deux célibataires, avec chacun leur système, pas possible. Donc l'Europe, ça ne peut pas être une alliance de nations vivant comme s'ils étaient toutes seules. C'est pas possible. Donc on voit bien là des renonciations, on voit bien quelque chose qui est à l'arrière-plan, comment il va falloir trouver autre chose. Mais tant qu'on en est simplement à dire, on fait des concessions, on essaye de trouver comme ça des petits arrangements, oui, on peut arriver à une certaine union, une certaine unité, mais est-ce qu'on arrive à une harmonie fondamentale? La plupart du temps, non. Parce que finalement, on a fait tellement de concessions pour arriver à s'entendre que plus personne ne s'y retrouve. Que finalement, on ne se reconnaît pas dans cette alliance. C'est que finalement, j'ai tellement dû concéder de choses que c'est plus moi. Ça va plus du tout. Donc on a tellement dû renoncer à des choses qui sont fondamentales que ça ne nous ressemble plus. Et on s'aperçoit que c'est pas encore de cette façon-là qu'il va falloir le faire. Alors, le rayon 4 pousse toujours. Et amène toujours à dire non, il va falloir fonctionner autrement. En réalité, il va falloir effectivement renoncer quelque peu à ce que chacun est, arriver à se décentrer, d'où le cœur, absolument indispensable par rapport à ça. Et il va falloir réussir à ce que chacun, ensemble, on crée une troisième voie. Il va falloir qu'ensemble, on crée quelque chose d'autre. C'est pas simplement un arrangement de ce que chacun nous sommes, mais comment est-ce qu'on peut arriver à créer quelque chose d'autre. C'est le couple idéal. Quand on dit que finalement 1 plus 1 égale 1. C'est que finalement deux personnes doivent se recréer complètement différemment pour donner quelque chose à une autre individualité qui est le couple et qui n'est pas faite simplement de l'addition des deux personnes célibataires qui étaient auparavant. Donc là, il y a une véritable créativité
C'est pour ça que le rayon 4 est un rayon de créativité extraordinairement important, parce qu'il va demander qu'à partir de deux situations qui sont bien telles qu'elles sont, si on veut arriver à un principe d'unification, il va y avoir du boulot, des lâcher-prises, il va falloir créer de nouvelles situations, de nouvelles conceptions, de nouvelles idées, de nouvelles attitudes pour arriver à quelque chose de tout à fait nouveau. Et quand on arrive enfin dans des situations où on est en harmonie, que ce soit parce qu'on a fait des concessions, parce qu'on a réussi à créer quelque chose, dès qu'on a trouvé une quelconque harmonie, une quelconque unification, qu'est-ce qu'on fait aussitôt? On souffle. On se dit, waouh, c'est bien. Maintenant, pourvu que ça dure. Vraiment, maintenant, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être dans le conflit, d'être dans la question. La remise en question, ça va bien, là j'ai bien donné. Donc on va essayer de conserver ça le plus longtemps possible. Et dès qu'on essaye de conserver comme ça cette harmonie, on cesse d'évoluer. On oublie simplement que cette harmonie sur laquelle on est arrivé, oui, c'est vrai qu'on a réussi par exemple à unifier deux aspects, deux formes, en une seule. Mais que l'unification n'est pas finie, c'est deux seulement. Et que très rapidement, cette nouvelle synthèse à laquelle on est arrivé, il va falloir qu'elle se synthétise avec d'autres synthèses pour créer quelque chose encore d'autre, qui va devoir se synthétiser avec d'autres, qui va devoir se synthétiser jusqu'à ce qu'on arrive un jour au un. Donc ne nous arrêtons pas sur nos lauriers. C'est pas parce qu'on a réussi à faire une certaine synthèse, une certaine harmonie, c'est pas parce qu'on a réussi à faire un processus de réunification qu'il faut s'arrêter là. Mais, heureusement, le rayon 4 est bien fait. Le rayon 4 est bien fait parce qu'il a un deuxième principe fondamental en lui qui fonctionne en parallèle avec le principe d'unification, le principe d'harmonie, et qui est le principe de conflit. Le principe de conflit est extrêmement important dans l'humanité, comme vous voyez bien, et c'est très intéressant de bien repréciser cette idée. En effet, d'une manière générale, globale, tout le monde est d'accord pour dire que le conflit, c'est un défaut. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. On devrait toujours pouvoir discuter, s'arranger, s'harmoniser, on devrait pouvoir arriver à des conciliations, et qu'il faut absolument éviter le conflit à tout prix. Le rayon 4 nous dit surtout pas. Si vous supprimez le principe de conflit, vous arrêtez d'évoluer. C'est la base fondamentale de l'évolution de l'humanité. Attention, quand je dis conflit, je dis confrontation, friction, dualité, je ne dis pas guerre. La guerre, c'est tout simplement la matérialisation d'un conflit jusque sur le plan physique, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Le rayon 4 ne préconise pas la guerre. Non, il préconise des conflits, des dualités, des remises en question, des confrontations sur les plans intérieurs, bien avant que ça ne descende sur le plan physique, et demande leur résolution avant que ça ne descende sur le plan physique. C'est totalement inutile de l'amener aussi bas. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas question d'amener la guerre. Par contre, si nous espérons avoir la paix, comme quelquefois on en a marre, quand on a eu quelquefois comme ça des épreuves, des difficultés, dire bon maintenant stop, maintenant on me fout la paix, je ne veux plus rien entendre, plus de questions, plus de remise en question. Non, ça non. La paix, on n'y a pas droit pour l'instant. Tant que l'humanité n'est pas arrivée donc à progresser suffisamment, on n'aura pas le droit à la paix. On n'aura le droit qu'au conflit. Pourquoi ça? Essayons de comprendre un peu mieux cette histoire de principe de conflit. C'est vrai que l'ensemble des règnes de la Terre est sensible à ce principe-là, d'une manière ou d'une autre, mais j'en parlerai pas pour l'instant. Mais c'est surtout au niveau de l'humanité, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est tout à fait fondamental en tant que quatrième règne. Le quatrième rayon est vraiment très 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 actif. Pour cela, deux raisons importantes. La première, c'est que le règne humain, c'est le premier règne qui avance consciemment, qui réussit finalement à pouvoir résoudre des dualités tout à fait consciemment. Et qui par conséquent est capable d'avancer, non pas d'une manière automatique comme le font les animaux, les végétaux, les minéraux, mais en se confrontant à des dualités, en les surmontant et en créant une solution nouvelle. Si on voulait symboliser, vous voyez, l'évolution des animaux, des végétaux et des minéraux, on peut dire que c'est une sorte de pente douce, comme ça. Ils avancent très 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 lentement, expérience par expérience, et c'est extraordinairement lent parce qu'ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes, donc pas la conscience de ce qui leur arrive. Par contre, l'humain,
qui au début, dans son involution, hein, quand il était vraiment, donc, il y a des millions d'années, avançait comme les animaux, très 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 lentement et aussi en pente douce. Mais à partir du moment où l'humain commence à avoir cette conscience de lui-même, conscience donc de l'autre, si j'ai conscience de moi, l'autre devient aussi un autre moi-même avec lequel j'ai des choses à régler. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on fait la paix? Est-ce qu'on se bat? Et là, je commence finalement à réaliser qu'il y a des choses à résoudre. Et donc, je me heurte à un mur. Jusqu'au moment où je vais m'apercevoir que le mur, il n'est pas bien haut. Si je réussis à bien vouloir le grapper, finalement, ce mur, il me mène simplement sur un point de résolution, suivi d'un petit palier, où je vais trouver un autre mur que je surmonte, suivi d'un petit palier, etc., etc. On appelle ça un escalier. Et donc, en fait, l'humain n'avance pas comme ça sur une pente douce, mais il avance en escalier. Il est capable de se confronter et de percevoir comment aller plus loin, donc de cette manière-là. Alors, c'est intéressant de voir que la deuxième raison, c'est que tout simplement l'humain est double, dès le départ. Hein, il est le quatrième règne, puis on sait aussi qu'il est le cinquième règne. Il est aussi en rapport avec le monde de l'âme. Et donc la problématique de l'humain, c'est que c'est une âme qui évolue à travers un humain. Donc on est ce dualisme du cinquième et du quatrième règne. Et que finalement, la partie âme en nous, la partie cinquième règne en nous, elle n'a de cesse que de chercher à s'imposer à la personnalité, à surgir progressivement de la personnalité, jusqu'à finalement prendre les rênes de la personnalité. Voilà pourquoi elle ne va jamais laisser en paix la personnalité, elle va sans cesse créer quelque chose qui frotte, quelque chose qui pose conflit, quelque chose qui pose question, pour que la personnalité ne s'endorme pas là où elle en est et progresse de marche en marche dans ce grand escalier. C'est pour ça que finalement, celle qui organise tous ces conflits, toutes ces problématiques, c'est l'âme qui s'impose progressivement. Vous savez, c'est assez impressionnant de voir que pour nous, la dualité, nous qui sommes ici, la dualité est une évidence. C'est évident qu'on a une dualité constante, externe, interne, etc. Mais il ne faut pas oublier que pour l'essentiel de l'humanité, la majorité de l'humanité, il n'y a pas encore franchement de dualité interne. Il n'y a que de la dualité externe. Qu'est-ce que autorisent ou pas les gouvernements ou les religions? J'obéis ou je désobéis, mais c'est tout. Mais je n'ai pas du tout de conscience en moi. C'est intéressant de voir qu'il y a un film qui traduit bien ça, un dessin animé, c'est Pinocchio. On voit Pinocchio qui n'a strictement aucune conscience de dualité, de conscience du bien et du mal. Comme la plupart des humains. Seule la religion vous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Mais moi, intérieurement... Bon. Et le fameux Jiminy Cricket, qui progressivement s'impose à Pinocchio et qui s'impose comme étant la voix de sa conscience et qui lui donne ce point de repère de dualité. Nous, finalement, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers progressivement bien des histoires, bien des propositions, l'âme va commencer par instiller la dualité en nous. Le premier travail du rayon 4, c'est d'amener une dualité là où il n'y avait qu'unité apparente. Parce que l'âme est bien là depuis le départ, mais elle est tellement masquée par toutes les formes qu'elle n'a aucun pouvoir, elle n'a aucune expression. Vraiment, elle est complètement voilée. Et donc, l'être humain apparaît comme une unité apparente. Et quand on rencontre des gens comme ça qui sont dans l'unité apparente, tu ne te poses pas de questions? Non. Et tu cherches à évoluer? Non, je suis comme je suis. Puis c'est tout. On est comme on est, hein, puis c'est tout. Et puis j'espère rester comme ça plus tard dans ma vie, et puis il n'y a pas de problème. C'est vrai que quelquefois on a une vague nostalgie. Avec nous tous les problèmes qu'on se pose, les questions en permanence, etc. Quand même, il y a des gens, ils sont heureux. Oui, mais ça c'est l'humanité un petit peu dans son début, vous voyez, dans l'involution, c'est que c'est dans l'unité apparente. Mais l'âme ne peut pas rester satisfaite de ça, bien évidemment. Donc l'âme va constamment amener des grains de sable, amener des questions, amener des choses qui ne vont pas, amener des situations conflictuelles, amener des maladies, amener toutes sortes de problèmes qui vont faire que la personne va devoir progressivement, très lentement, vie après vie, s'interroger, qu'est-ce qui se passe? Trouver enfin sa dualité. Et à partir de cette dualité, avancer. Naturellement, il faut bien se dire que tant que l'âme n'a pas totalement dominer la personnalité. Tant que nous ne sommes pas des êtres totalement illuminés, nous aurons toujours droit au principe de conflit.
encore un certain temps. Par contre, dès que l'âme aura complètement pris les rênes de la personnalité, quand l'âme dominera complètement la personnalité, le principe de conflit s'estompera complètement et nous passerons dans un autre processus d'avancement. Mais il semblerait que ce ne soit pas exactement pour demain et qu'il y ait encore un petit peu de temps avec ça. L'intérêt donc de ce processus. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre comment ça marche. Nous, comment on y assiste, comment on le découvre? Un peu comme je viens de vous le dire, là. Les premiers temps, ça se passe tout simplement à un niveau horizontal. C'est-à-dire que mes premières interrogations, mes premiers conflits, c'est l'autre. C'est que moi, je suis tranquille dans mon coin. Moi, j'embête personne. Moi, je cherche de bagarre à personne. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours des gens qui m'agressent, des gens qui m'embêtent, des gens qui m'envolent? Et depuis que je suis tout petit, déjà dans la cour de récréation, il y avait des gens qui m'embêtaient. Moi, j'étais dans mon coin. Bref, moi je suis l'innocent et les autres sont vilains. Jusqu'à Sartre, l'enfer c'est les autres. On voit donc comment finalement à travers tout ça, l'autre est une remise en question constante. Et puis après même à travers les amis, à travers les associations, à travers le couple, j'en parlais tout à l'heure. Bref, l'autre est omniprésent et m'interroge. Naturellement, au début, et je vais mettre beaucoup de temps à trouver ça, l'autre est toujours le responsable de ce qui m'arrive. Quand je vais bien, c'est grâce à l'autre. Mais quand je vais mal, quand il y a un conflit, quand il y a de la bagarre, quand on n'est pas d'accord, quand il y a disharmonie, c'est forcément de la faute de l'autre. Parce qu'il n'est pas ceci, parce qu'il n'est pas cela, parce qu'il ne répond pas à mes attentes. Et donc forcément, ça vient de l'extérieur. Si je suis malade, si mon voisin il m'embête sur un problème de clôture, si le gouvernement ceci, si l'association cela, si mon patron, etc., ça vient toujours des autres et ça vient toujours de l'extérieur, les conflits. Dur. Il va falloir attendre le plus souvent que ça se transpose sur le plan intérieur. Après tout cela, je vais commencer finalement par me poser des questions à l'intérieur de moi. Je vais commencer à me dire, mais je sens des choses en moi que je ne sentais pas auparavant. Avant, j'obéissais à la religion ou à ce qu'on me disait, mais ce n'était pas vraiment moi. Puis je suis passé par une phase où j'ai envoyé tout ça promener, débarrassé. Et maintenant, c'est quelque chose qui revient. Je sens qu'en moi, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est l'âme, si c'est le soi, si c'est mon véritable être, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça commence à me titiller, ça commence à me déranger. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a une dualité intérieure comme ça. Et que cette dualité, elle n'est pas évidente. Parce que ça pose question, parce que ça remet en question mon quotidien, mes choix, ma philosophie, ma façon de vivre. Ça remet en question tout ça. Et souvent, il faut attendre en être passé par là pour découvrir que tous les conflits qui sont en rapport avec les autres à l'extérieur ne sont que le reflet de mes propres conflits intérieurs. Et que les conflits n'arrivent jamais par l'extérieur, toujours par l'intérieur. C'est 50-50 entre l'autre et moi. C'est simplement une rencontre souvent de mêmes problématiques. Et cette rencontre de mêmes problématiques intérieures, nous la manifestons là sur le terrain pour mieux la voir et nous la vivons en vrai. Et on a vraiment l'impression que c'est de la faute aux autres, ou c'est de la faute à l'extérieur, ou c'est pas de chance. Et souvent, même quand on a réalisé pour de vrai, quand on a compris que finalement tous les conflits qui sont à l'extérieur sont avant tout chez nous, à l'intérieur, et que c'est notre positionnement, que c'est notre intolérance par rapport à telle ou telle idée, ou tout simplement parce qu'on a du mal à encaisser telle ou telle position, ou tel affect, ou telle réaction émotionnelle. Et donc moi, je ne supporte pas ça, que le conflit se crée. Mais le conflit, il n'est simplement que l'expression extérieure de ce que je vis intérieurement. J'ai beau le savoir, j'ai beau en être persuadé, dès qu'un conflit ressurgit, et puis l'autre encore là qui m'embête à nouveau. Non, il n'y est pour rien, c'est moi à l'intérieur. Enfin, il y a sa part, mais c'est... On a un réflexe, il n'y a rien à faire. C'est toujours, l'autre, puis toi, puis ce que tu me fais faire, ce que tu me fais dire, et à cause de toi, etc. On se reprend. Mais vous voyez, c'est pas toujours facile, c'est à quel point ça a la vie dure, cette histoire que le conflit, c'est l'autre. Alors que non, le conflit, c'est nous à l'intérieur. Vous connaissez la phrase qui dit « Vivre en couple, c'est résoudre
à deux des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Et bien finalement, c'est pas si sûr. Et si les problèmes qu'on a à deux en couple, on les a tout seuls, dans notre couple intérieur, en nous. Mais c'est difficile d'y voir clair. C'est difficile d'arriver à y voir suffisamment clair sur c'est quoi ce conflit intérieur. Donc le fait de l'extérioriser, le fait de le vivre, le fait d'avoir deux acteurs qui ont souvent le même conflit ou la même problématique intérieure, complémentaire, pas de la même manière, et finalement de se le jouer à deux comme un bon couple d'acteurs, ça permet de se dire ah oui, ça veut dire qu'intérieurement on a ça. Et donc vous voyez comment finalement cette phrase paraît tout à fait juste d'un premier abord, mais finalement non. Vivre en couple, c'est simplement extérioriser des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul apparemment, mais qu'on a effectivement, qu'on peut avoir tout seul dans notre propre couple intérieur. Alors, c'est intéressant de voir un peu plus en détail comment marche ce rayon 4. Je ne vous y raconterai pas tout ce soir, parce qu'on en gardera pour d'autres moments où nous retrouverons ce rayon 4, il est tellement important. Simplement pour comprendre que, dans un premier temps, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut réussir à sortir de l'unité apparente. Et que, finalement, dans un premier temps, eh bien, chacun d'entre nous, on est un centre de conscience, et qu'autour de nous, on délimite un espace avec des frontières, avec des limites, et c'est ce qu'on appelle, donc, on va appeler le point A. Bon. Et que ce point A, c'est moi, c'est ma vie, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, voilà, c'est mon espace de vie, c'est ma famille, bon. Et que je vous disais tout à l'heure, dans un premier temps, le rayon 4, c'est de mettre de la dualité là-dedans. Cette dualité que je ne vais pas forcément percevoir du premier coup en moi, mais que je vais percevoir tout à fait vite à l'extérieur. Et que ça va surgir, par exemple, avec une autre personne qui a un autre avis, un autre système de vie, un autre espace, avec ses propres frontières, donc ses propres limites, et qui donc, finalement, ce système B. Et on cherche tous les deux comment s'unir. Comment réussir à s'harmoniser, puisqu'on se sent poussé par cette fonction, finalement, d'unification. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, quelque part, si on se sent porté au conflit, c'est qu'on est porté à l'union. Bizarrement. Parce que vous avez souvent encore des gens qui ne sont pas du tout portés au conflit, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de l'union. Tu ne penses pas comme moi? Mais alors, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux. Moi, d'ailleurs, je ne dis à personne ce que je pense, je n'en pense pas moins. Les gens me disent ça, vous savez, complètement égal. D'ailleurs, je vis tout seul, chez moi, il y a des voisins, je ne sais même pas qui c'est, où ils sont cons, non, aucune espèce d'importance. Moi, je suis dans mon coin. Voilà, et je suis très très bien dans mon coin, je suis très très bien tout seul. Quand vous recherchez finalement, à un moment donné, vous ressentez le conflit, c'est que vous cherchez à vous unir à l'autre. Vous n'êtes plus que simplement dans une espèce de non-reconnaissance totale de l'autre. Vous voyez, tant qu'on n'est pas du tout dans la reconnaissance, c'est intéressant de voir que c'est un mot fondamental qui est le mot clé pour travailler l'amour. Tant que je suis bien chez moi, je m'aime, je me reconnais moi, mais reconnaître l'autre n'a strictement aucune espèce d'importance. Le monde peut bien vivre ce qu'il veut. Tant qu'il ne me dérange pas, pas de problème. Tant que personne ne vient m'embêter, pas de problème. Moi, j'ai aucun conflit. Voilà. Mais je ne reconnais pas l'autre. Je me souviens dans un groupe, quelqu'un qui me disait « Ah bah toi tu parles toujours du conflit avec sa mère. Moi je n'ai aucun conflit avec ma mère. Aucun. » Ah bon? Ah non, on ne se parle pas depuis 10 ans. Oui, vu comme ça, oui. Donc voilà. Non-reconnaissance, ça n'existe pas. On vit chacun de notre côté, donc il n'y a aucun conflit. Et donc c'est important de voir que si vous êtes porté à un moment donné au conflit, c'est que vous êtes poussé à l'union. Et le premier signe d'être poussé à l'union, c'est de sentir que, bah oui, mais on s'unit comment? On a chacun nos frontières, on a chacun nos limites. On ne peut pas se cracher comme ça contre l'autre. Comment on va faire pour que finalement s'ouvre quelque chose? Parce qu'on est coincé par nos frontières, nos limites mutuelles. Nos frontières de pensée, nos frontières réactives, nos frontières émotionnelles, nos habitudes de vie. On est finalement chacun enfermé dans nos petits trucs comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ces frontières et réussir à s'unir? Ben, c'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'on va chercher, comme je vous disais tout à l'heure, à dire finalement, il faut que tu t'allies à moi, c'est moi qui ai raison. Et l'autre, ce prétentieux, il va dire la même chose. Pas du tout. Il faut que toi, tu te rallies complètement à moi, c'est moi qui ai raison. Bon, ça ne marche pas.
Du coup, on se dit, bon, allez, il faut que chacun, on y mette d'une autre. Et qu'on retrouve finalement ici au centre une espèce de point C, un espace commun. Et dans cet espace commun, on va réussir peut-être à trouver quelque chose qu'on met en commun. Mais pour ça, il va falloir que chacun d'entre nous, on diminue peut-être certaines prétentions, certaines idées. Il faut que chacun d'entre nous, voilà, on diminue un petit peu ce que nous sommes. Oui, mais on va le diminuer tellement que ce point C, qui est un point de concession, de consensus, de conciliation, mais ça ne marche pas. Pour vous faire comprendre combien ça ne marche pas, souvent quand il s'agit par exemple de nations ou de conflits très durs, on pourrait l'appeler le point C comme le point cessez-le-feu. Vous savez ce que c'est dur les cessez-le-feu ? La plupart du temps, à peine 24 heures. Parce que personne ne s'y retrouve. On a dû tellement diminuer ce que nous sommes que finalement, on ne s'y retrouve absolument pas dans ce que l'on est. Et donc on retrouve chacun un petit peu souvent le conflit. Pourtant on se dit, mais pourtant il doit pouvoir y avoir l'unité. Oui, on va trouver l'unité. Et cette unité, il va falloir la créer. Et c'est là où le rayon 4 est tout à fait créateur. Il va falloir que finalement, à travers la reconnaissance de l'autre, mutuelle, on réussisse effectivement à fonctionner. Ça veut dire que par la bonne volonté de chacun, on doit pouvoir trouver un point d'entente, mais certainement pas en faisant une moyenne de ce que nous sommes. Ça, c'est le point C. Il faut qu'on aille au-delà. Et c'est là qu'on va créer le point d'entente. Et comment on va le faire ? Eh bien, simplement en reconnaissant profondément l'autre. Et reconnaître profondément l'autre, c'est pas rester sur son point. Moi, d'ici, de A, je te reconnais. Non, je reconnais ce que tu es, comme ça. Non. C'est se rendre sur le terrain de l'autre. Aller voir comment, de son terrain, de son point de vue, pourquoi il dit ça ? Et d'où ça vient ? Et d'où il tient ça ? Et fondamentalement, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez, tout ce travail. Vous savez que quand on part en reconnaissance, on ne reste pas sur place. On va explorer le terrain. Eh bien, c'est la même chose. Partir en reconnaissance de l'autre, c'est aller explorer le terrain de l'autre, là où il est. Tant que j'essaye de comprendre l'autre depuis mon propre terrain, ah oui, je te vois là-bas, tu dis ça et tu penses ça comme ça, oui, mais j'ai bien compris. J'ai rien compris du tout, puisque je suis resté à l'intérieur de mes frontières. Il faut que je sorte de mes frontières, que je rentre dans l'autre, que j'aille discuter vraiment avec lui, profondément. Et à travers cette profondeur, on va créer ensemble quelque chose. Et lui, il se rend sur mon terrain. Il comprend aussi ce que je suis et pourquoi ça. Et que finalement, qui a raison, qui a tort, comme nous l'avons vu la fois dernière, c'est ni l'un ni l'autre. On a certainement un petit peu tous les deux raison, on a certainement tous les deux un petit peu tort. Et que finalement, il faut qu'on trouve, à travers nos approfondissements mutuels, qu'on trouve une nouvelle zone, qu'on pourra trouver une zone ici, qu'on pourrait appeler le point D. Donc, une nouvelle zone d'accord. Et vous voyez comme, finalement, pour trouver ce point D, on va faire exactement le contraire que pour trouver le point C. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on augmente ce que nous pensons. On va au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous sommes. Et chacun, se rendant sur le terrain de l'autre, comprend de l'intérieur pourquoi l'autre, il pense ça, il dit ça. Et on trouve ça parfaitement juste de son point de vue. Et de là, on trouve et on crée quelque chose qui est un point de vue complètement nouveau. C'est ce en quoi, encore une fois, le rayon 4 est toujours créateur. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ça peut nous prendre quelquefois vraiment des semaines, ça peut nous prendre des mois, ça peut nous prendre des années. Quelquefois, ça peut prendre des vies. Et puis, ça nécessite que les deux soient d'accord. S'il y en a un des deux qui dit « Bon, tu essaies de faire le coup du point D, allons-y, faisons-le. » Mais qu'en lui-même, il se dit « M'en fous, je suis sûr que j'ai raison. » Il finira par se rendre compte, avec tout son truc, que finalement, je suis sûr que le point D, finalement, ce sera mon point à moi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faudra attendre que, à force de tension, à force de crise et de tension et de crise, on en est tellement marre que, oui, on est bien obligé à un moment donné de se rendre là. Ça va prendre du temps, ça peut prendre des mois, des années, des vies. Mais Rayon 4, il s'en fout, il nous a à l'usure. Il a tout son temps. De toute façon, tu auras le temps qu'il faut, mais de toute façon, tu finiras bien par abandonner ton point, sortir de tes frontières, sortir de ton précaré et d'arriver à voir comment ensemble on peut construire là. Naturellement, comme je vous disais tout à l'heure, ce point D, à son tour, trouvera
un nouveau point avec lequel créer une nouvelle unité, à partir duquel il faudra créer un nouveau point, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive un jour à l'unité de tout. Donc c'est un projet, vous voyez, qui tout à fait prodigieux, un projet de réunification extraordinaire. Mais vous voyez comment finalement le conflit nous permet d'atteindre ça. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de confrontation, entendez par là, s'il n'y a pas de dualité, mais je reste dans ce que je pense. Il faut absolument que continuellement d'autres choses, d'autres idées, d'autres philosophies de vie, d'autres façons de voir les choses nous soient présentées. Et qu'on se dise, tiens, puisque finalement c'est pas moi qui ai raison, c'est pas lui qui a tort, si on a tous les deux un petit peu... Comment on fait? Comment est-ce qu'on finalement on se rend compte de l'autre et comment on crée quelque chose ensemble? Voilà comment, oui, ça va fonctionner ce processus de rayon 4. C'est pour ça que l'humanité, vous voyez, n'avance et ne peut arriver à progresser vers l'unification que grâce à ce principe de conflit et de confrontation. Et que c'est toujours un défaut, un certain défaut de rayon 4, quand on cherche absolument à éviter ça. Quand on veut rester dans les faux semblants. Quand on dit non, surtout pas de vague, non, pas de conflit. Non, je n'en pense pas moi, mais je dis rien. Ben, d'accord, mais ça ne résout rien, ça ne crée rien. Ça ne fait absolument pas évoluer les choses. Il y a une très jolie phrase qui dit « Ce n'est pas l'huître que rien ne vient troubler qui produit la perle. » Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une huître, lorsqu'elle est irritée par un grain de sable qu'elle n'arrive pas à éjecter, ça l'irrite et ça risque vraiment de la blesser gravement. Elle va commencer par sécréter une espèce de mucus autour du grain de sable et c'est comme ça qu'elle fabrique une perle. Une perle dans une huître commence toujours par un grain de sable qui l'a irrité. Ce n'est donc pas l'huître que rien ne vient troubler qui produit la perle. Chaque fois que vous avez un conflit, une confrontation, une dualité, dites-vous cela. Et pensez au futur collier de perles que vous êtes en train d'avoir. Au fur et à mesure. Ça n'arrête pas. Fantastique. Voilà. Alors là, on a commencé à voir toutes ces histoires de frontières intérieures et comment il est difficile d'arriver à confronter nos espaces, à les unir, à les ouvrir, comment il faut que finalement on sorte chacun de nos frontières pour en créer de nouvelles. Voyons cette application maintenant au niveau extérieur, justement au niveau des frontières telles qu'on les appelle habituellement. Bon. Vous savez que le mot frontière et le problème des frontières, c'est un problème tout à fait récent. C'est quelque chose qui date de la fin du 19e siècle. Avant, on ne parlait jamais de frontières, il n'y avait pas de frontières. On parlait des confins, aux confins du territoire. Et c'est intéressant parce que frontière, c'est le front. C'est là où se sont arrêtées les armées. C'est là où on est front contre les autres. Les confins, c'est le territoire commun. C'est le voisinage. C'est la fin que nous avons en commun. C'est beaucoup plus joli, hein, les confins. Mais c'était très vague. Voilà, aux confins du territoire, c'est à peu près dans cette zone-là, etc. Bon, il n'y avait pas cette obsession de la frontière précise. Bon. Ça s'est développé quand, cette frontière? Au fur et à mesure que se sont développées les nations. Intéressant de préciser. Quand on parle de pays, quand on parle d'État, quand on parle de nation, ce sont trois choses différentes. Un pays, c'est une zone géographique. Un État, ça définit une administration et un système juridique. Une nation, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de nations dans le monde, parce que c'est justement un processus rayon 4. C'est vraiment un processus très intéressant, parce que pour faire une nation, il faut que progressivement, des gens qui habitent, par exemple, prenons la France, au Pays Basque, en Bretagne, dans le Nord, en Alsace, en Savoie, dans le Sud, bref, partout. Il faut que ces contrées, ces provinces, ces gens qui ont même des langues complètement différentes et qui se reconnaissent avant tout dans leur unité. Moi, je suis alsacien, moi, je suis breton, moi, je suis basque, etc. Puis on ne sort pas de là. Eh bien, c'est un processus de reconnaissance mutuelle. Oh, par souvent des frottements, par des invasions, par des obligations, jusqu'à temps que finalement, ensemble, on construise une valeur commune qui n'existait pas du tout. On est français. Et le jour où un Alsacien, un Basque ou un Breton
se dit avant tout français et secondairement alsacien, basque ou breton, on a affaire à une nation. Voilà pourquoi sur les 200 pays qui existent actuellement, il n'existe guère qu'à peu près une cinquantaine de nations bien affirmées ou en train de se faire. Regardez par exemple ce qui se passe en Afrique ou ce qui se passe dans beaucoup de pays, lorsque des ethnies revendiquent le pouvoir, lorsque une religion revendique le pouvoir, lorsque des provinces se battent entre elles, etc. La nation est en cours de réalisation. Le conflit est en train de faire émerger une nation, mais elle n'est pas encore là. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Mais voilà, ça existe. Et c'est intéressant de voir que finalement, cette créativité est quelque chose qui va donner naissance à ce que nous appelons donc les nations modernes. L'affirmation de quelque chose qui est au-delà et qui passe la plupart du temps, en tout cas c'est comme ça que les nations modernes sont toutes passées par là, par une guerre civile. La guerre civile étant le grand processus de Rion IV qui fait qu'à un moment donné, une ethnie ou une province essaye de s'imposer aux autres. Voilà. Mais ça ne marche pas. Donc il y a souvent des revanches, etc. Puis on s'aperçoit que finalement, il faut faire ensemble. Il faut qu'on apprenne à construire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va trouver au-dessus ? Donc vous voyez par exemple en Irak, ou entre chiites et sunnites, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver qui finit par nous unifier ? Entre Palestiniens et Israéliens, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement réussir à trouver quelque chose ? Partout il y a des conflits, les nations sont en train de se mettre au travail. C'est un travail de création rayon 4. Quand la nation est bien déterminée, par exemple comme en France, ou dans les nations européennes, alors il ne s'agit plus de confins. Il s'agit de frontières extraordinairement précises. Un poil près. La frontière, elle passe là. Bon. Et c'est tout. Il ne s'agit plus de les remettre en question. Tant qu'on n'était pas une nation, les frontières, ça allait, ça venait, c'était des zones, et puis ça se remettait en question. C'était extraordinairement vague. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui devient « nous sommes une nation », la frontière devient identitaire. La frontière devient l'aspect extérieur de ce que nous sommes. Ok. À comparer, puisqu'on voit que tout ça c'est intérieur, avec ce qui se passe intérieurement. Tant que nous ne sommes pas en conscience individuelle, tant que nous sommes encore en conscience de dépendance, tant que nous sommes des enfants, des adolescents, il faut se construire. Et là, on n'a pas de frontières fixes. Alors, pas du tout. Les frontières du moi n'existent pas. Parce que justement, autre processus, rayon 4, il faut que nous réussissions en tant qu'adolescents et en tant que jeunes adultes à faire la synthèse de tellement de choses, de ce que j'ai été, de mon éducation, de mes parents, de mon milieu, du pays, des gens que j'ai côtoyés, de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai lu, de toutes les influences. Bref, une foule de choses qui m'influencent et qui font que ça produit progressivement une synthèse qui va tendre vers le moi. Mais au début, ce n'est pas des frontières, c'est des confins. Et c'est extrêmement mouvant. Qui suis-je ? Ça dépend tellement des influences, des gens que je rencontre, etc. Jusqu'au moment où, en vieillissant, j'arrive à dire « c'est moi ». Et là, je ne suis plus dans des confins, j'ai une frontière très précise. C'est moi. Et ma frontière, elle est là. C'est moi et je pense ça, et j'ai telles idées sur la vie, telle philosophie, et j'ai telle réaction émotionnelle, et je fonctionne comme ça, et mon périmètre, il est là, et j'ai ma maison, etc. Et ne me marchez pas sur les pieds. Vous voyez le parallèle ? Ça veut dire tout simplement qu'au fur et à mesure que notre société a développé des personnalités, c'est ce qui a permis de développer des nations. Et qu'au fur et à mesure que nous mettons en place une frontière bien définie du moi, on met en place une frontière bien définie nationale. Je voulais vous montrer ça pour vous montrer à quel point tout part toujours de l'intérieur. Et c'est parce que justement, les personnalités se sont tellement développées, en particulier grâce à la scolarisation obligatoire, que finalement, on a eu ce gigantesque mouvement européen qui a permis effectivement que des nations naissent, parce que des personnalités naissaient. Et que du coup, on se mettait là, avec cet aspect-là. Là où on se trompe, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Regardez comme on a une certaine tendance quelquefois à dire « bon, on est français, la frontière, elle est là ». On a tendance maintenant à considérer presque que c'est fini, la frontière, elle sera toujours là. Mais le moi, lui, il ne va pas toujours être là. Le moi, lui, il continue son expansion. Il continue vers la conscience d'ensemble, il continue vers la conscience globale. Il ne s'arrête pas au moi.
Et il essaie de travailler le monde de l'âme, le monde du nous, le monde de la globalité. Et c'est là où quelquefois on se dit, oui, mais attends. Qu'est-ce que je deviens, moi, dans la globalité? Est-ce que je ne vais pas disparaître? Est-ce que je ne vais pas me perdre? Mais pas du tout. Un maître de sagesse sait parfaitement qui il est, il ne se mélange pas avec un autre maître, tout en étant dans une conscience globale. L'individualité, la spécificité demeure au sein de la globalité. Faites le parallèle. L'Europe, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on ne va pas disparaître? Est-ce que la France ne va pas disparaître face à l'Allemagne? Mais pas du tout. De la même manière. Parce que nous le vivons intérieurement de cette manière-là, alors le reflet sera remarquablement identique. Ça veut dire que les Français resteront des Français même sans aucune frontière. Et les gens pourront très bien se rendre compte que là, je suis plutôt à la différence de culture, de langue, etc. Là, on est plutôt en Allemagne, là, on est plutôt en France, là, on est plutôt en Belgique. Là, on s'en tirera très bien. On aura une conscience d'ensemble qui peut être mondiale, chacun gardant sa spécificité. Et on n'aura plus besoin justement de ses frontières et de ses limites. Oui, c'est très intéressant d'essayer de comprendre l'évolution du monde par l'évolution de nous-mêmes. Et comment finalement, cette Europe qui est en train de se faire difficilement, mais elle se fait par nous-mêmes. Plus nous reculons nos frontières, plus nous travaillons dans cette conscience d'ensemble, plus c'est quelque chose qui va se refléter réellement dans l'Europe. Prenons la notion d'étranger, bien en rapport avec les frontières. La notion d'étranger, mais elle est vieille. Le mot initial, c'est étrange. On ne parlait pas d'étranger. Étrange, ça veut dire tout simplement à l'extérieur. Voilà. L'étrange, c'est celui qui vient de l'extérieur. L'extérieur de quoi? Et là, on va retrouver la conscience. Ça dépend de votre état de conscience. Le premier degré de l'étrange, c'est celui qui est étranger à ma famille. Toute personne étrangère à ma famille, c'est un étranger. Et comme il n'est pas comme nous, il est étrange. Et vous voyez comme le mot étrange, d'un seul coup, a dégagé ces deux sens. À tel point que pour arriver à distinguer étrange d'étranger, on a fait le mot étranger, qui n'existait pas au départ. Mais ça évolue. Après, non, il ne faut pas exagérer. Il n'est pas de ma famille, mais il est du village. Et ceux qui ne sont pas du village, c'est des étrangers. C'est pas du village. Vous voyez, si vous lisez Lucky Luke, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans un village, et sache étranger que tu n'es pas le bienvenu. Vous voyez, il y avait toujours des panneaux comme ça, donc on voit très bien que celui qui n'est pas du village, c'est un étranger. Celui qui n'est pas de la ville, c'est un étranger. Celui qui n'est pas du canton, celui qui n'est pas de la province, on voit très bien comme finalement, le terme d'étranger dans la tête des gens, ça dépend complètement de l'état de conscience d'ouverture de nos propres frontières intérieures. Où est-ce qu'elles s'arrêtent? Ça n'est absolument pas quelque chose d'objectif, le terme d'étranger. Et c'est très très récent, depuis que les nations existent, qu'on identifie l'étranger tout simplement à quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité. Mais on trouve encore des personnes pour qui les frontières, c'est les frontières de mon village ou les frontières de mon canton, et toute personne qui n'en est pas est un étranger. Ça se dit encore. Mais là, si on évolue, c'est intéressant de se rendre compte que mais dans une humanité mais il n'y a pas d'étrangers. Donc il n'y a aucun étranger sur Terre. Parce que dire un étranger, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais non, à l'extérieur de la Terre, éventuellement des extraterrestres. On pourrait garder pour l'instant le terme étranger pour des extraterrestres. Mais encore, si on réussit à agrandir notre conscience au cosmos, non, il n'y a pas d'étrangers dans la galaxie. Et puis au-delà, bref, vous voyez, mais ça dépend complètement de notre capacité à ouvrir nos limites, à ouvrir nos frontières. Pour se rendre compte que l'extérieur n'existe pas. On est un. La notion de migrant. Là, c'est objectif, migrant. Mais la notion de migrant, c'est quelque chose qui correspond entièrement à nos besoins, à nos désirs. Vous savez qu'on a eu 3 grandes vagues de migration. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé comme mélange dans l'histoire de France, mais très très récemment, on a eu 3 grandes vagues de migration. La première, c'est lors de la révolution industrielle, fin du 19e siècle. On a fait venir plein de personnes pour remplir les usines de tous les pays européens, Belgique, Suisse, Italie, merci. Et puis, deuxième grande vague de migration, la guerre de 14. On est allé chercher en Afrique des soldats, on est allé chercher toutes sortes de personnes, on est allé chercher ensuite, à la fin de la guerre,
il fallait absolument, il y avait tellement d'hommes qui étaient morts, il fallait relancer les mines de charbon, qui étaient la principale énergie. On est allé chercher des Polonais. Il y a des gens qu'on est allé chercher pratiquement de force pour les amener, donc pour remplir, pour faire marcher nos mines. Et puis après la troisième vague, après la Seconde Guerre mondiale, là aussi on a encore fait venir énormément de personnes, de manière à pouvoir faire fonctionner. On a même fait venir, ça je ne le savais pas, 20 000 Indo-Chinois. Du temps où c'était encore l'Indochine et pas encore le Vietnam. Pourquoi faire? Pour lancer la culture du riz en Camargue. Voilà. La France a décrété, recrutez-nous 20 000, plus ou moins de gré ou de force, 20 000 Indochinois, ils vont lancer la riziculture dans Camargue. Par contre, entre ces périodes, il y a à chaque fois eu des périodes de crise. Et qu'est-ce qui se passe en période de crise? Les étrangers, non, 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 non. Non, le migrant est tout à fait quelque chose. Non, c'est vraiment quelqu'un qui reste chez lui. Bon, on n'en a pas besoin. Chacun chez soi. Dès que la période est passée, vous voulez venir un peu nous aider? La période de crise revient. Mais dehors, ça n'a aucune réalité objective. Il y a 50 ans, il y a un humoriste qui avait un sketch qui disait ceci. Moi, j'aime pas les étrangers. Je dis toujours, l'étranger, c'est quelqu'un qui vient manger le pain des Français. Et bien, dans mon village, il y a un étranger. Et bien, je résiste pas. Souvent, je lui dis, je suis désolé, pour moi, un étranger, c'est quelqu'un qui vient manger le pain des Français. Il en a eu marre, il est parti. Et depuis, dans notre village, on ne mange pas de pain parce que c'était lui le boulanger. Vous voyez, c'est vous dire à quel point c'est des idées comme ça qu'on se fait, mais ça n'a aucune réalité objective. Vous voyez comment ces trois mots, finalement, qu'on vient de voir, le mot frontière, le mot étranger, le mot migrant, ça ne correspond qu'à notre psychologie intérieure, à nos besoins, ça ne correspond qu'à nos peurs, ça correspond qu'à notre développement psychologique, ça ne dépend que des frontières qu'on se met ou qu'on ne se met pas, si on est coincé ou si on est ouvert. Bref, ça ne dépend que de nous. Et pourtant, on ne cesse, éventuellement, parce qu'on ne veut pas faire le rapport avec nous, on ne cesse souvent dans des débats et dans des discussions de voir ça d'une manière parfaitement extérieure. Non, mais les frontières, moi j'ai des arguments pour te dire que ceci ou cela. Mais non, mais pas du tout, les migrants, non, on peut quand même pas accueillir toute la misère du monde, et puis ceci, et puis non, l'étranger, il faut quand même pas exagérer. Bref, on va rationaliser comme ça mentalement, mais c'est pas du tout. Il faut se rendre compte que c'est simplement le reflet de ce que nous vivons tous, et ce que vit individuellement, et ce que vit une société dans son ensemble. Et que plus nous évoluons, nous, par rapport à ça, plus ça évolue. L'histoire de ce dernier siècle en témoigne complètement. Ce qui est intéressant, oui, c'est donc de comprendre comment il faut faire éclater progressivement tous ces espaces. D'autant plus que, si on réalise que les scientifiques nous disent que l'espace de l'univers est en expansion continuelle. Non seulement il est en expansion, mais il est infini. Donc il est en expansion continue. Et qu'à l'intérieur de cet immense espace, il y a toutes sortes d'autres espaces. Car le monde de la conscience a besoin de limites. Ces espaces, on va les appeler des galaxies, on va les appeler des systèmes solaires, on va les appeler des planètes, ou simplement des êtres humains. Donc c'est un système de fractal comme ça, d'espace en espace, et qui fait qu'il n'y a pas de frontières naturellement dans ces espaces. C'est simplement maintenu grâce à la loi de magnétisme, d'attraction universelle. Mais qu'à l'intérieur de tout ça, finalement, il y a des choses qui se développent. Donc il ne faut surtout pas dire « Ah non, pas de frontières, pas de limites, si. » Mais regardez comme la plupart du temps, le mot « limite » n'a pas les mêmes choses que le mot « frontière ». Regardez comme on me dit souvent, il faut savoir reculer ses limites. Il faut savoir aller au-delà de ses limites. Donc les limites, on sent très bien que pour l'instant, je suis limité à ça. Pour l'instant, je crois que je ne peux pas faire mieux. Pour l'instant, c'est ma limite. Mais pour l'instant. Et on voit bien comment les limites, c'est quelque chose qui s'écarte. Alors que quand on parle de frontières, c'est un côté beaucoup plus définitif et fermé. C'est intéressant de voir si finalement, nous, quand on discute de nos limites, on ne discute pas de nos frontières. Comment est-ce qu'on voit la chose? Quelle souplesse on garde justement entre ces deux aspects. Et donc c'est bien évident que si l'espace est en expansion continuelle, il faut que nos propres espaces intérieurs et extérieurs soient aussi en expansion continuelle, sinon ça ne va pas aller. C'est la loi fondamentale, tout s'expanse. Par conséquent, on doit réussir à comprendre comment on a à expanser cela. Mais que de difficultés!
Regardez par rapport à nos émotions, à notre corps émotionnel, à notre corps affectif, comment souvent on a des difficultés à dire « Allez, allez, on y va, on a grandi ça. » Et puis tu as des habitudes comme ceci ou comme cela, mais change, bouscule tout ça. Oh là 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 là. Non, 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 bouscule pas ça, non, non, non. Mais ton couple, il est satisfaisant ? Non, non, je crois pas. Eh ben vas-y, un conflit, enfin, travaillez la chose, voyez ce qui va pas. Ah, non, 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 surtout non, 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 pas de vague, pas de vague. Bon, et tes relations avec ta famille, ton père et ta mère, ça va bien ? Ah non, mais ma famille, c'est sacré, tu ne touches pas à mes parents. Mais de quoi t'as peur ? Pourquoi est-ce que tu protèges ce fonctionnement avec ta famille ? Tu le protèges de quoi ? Tu le protèges de quelle idée plus inclusive ? De quel fonctionnement plus inclusif ? Qu'est-ce que tu risques ? Tu ne vas pas le perdre. Remets en question. Mais on se rend compte combien là on est perclus de peur et combien on se blinde. C'est plus nos limites, c'est des vraies frontières fermées à double tour. On ne passe pas, même avec un passeport. Au-delà de ça, non, non, ça c'est pas permis. Ça c'est sacré. Même chose par rapport à nos idées. On a des idées quelquefois qu'on a eu du mal à mettre en place. Même chose. Combien quand on était jeune, nos idées, il n'y avait pas de frontières, c'était des confins. Mes idées sur la vie, sur le global. Puis progressivement, je grandis, je lis de plus en plus, je réfléchis de plus en plus, et là, dans des frontières. Mes idées, c'est ça. J'ai mes idées sur la vie, sur pourquoi on est là, à quoi sert l'humanité, à quoi sert ceci. Ah, mais tu t'es confronté à d'autres philosophies. Ah non, 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 mais parce que j'ai trouvé la vérité, c'est ça. Mais tu discutes un petit peu, ah mais non, mais discuter, ça sert à rien. Moi, je suis sûr que j'ai la vérité, les autres, ils sont sûrs. Donc on va pas... Vous voyez, comme là aussi, on met des frontières. Comme si on avait peur d'être changé par la rencontre avec l'autre et avec les autres. Peur d'être bousculé, peur de remettre en question. Et donc là aussi, voilà. Non, 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 nos espaces, ils sont tels quels. C'est relativement harmonieux. Et donc, on va quand même pas mettre le bazar en se confrontant sans arrêt avec des gens dont on serait obligé de reconnaître à un moment donné qu'ils ont peut-être pas raison, mais ils n'ont pas totalement tort. Mais ça remettrait tout en question. C'est pas possible. Et c'est ce qui se passe dans notre relation à l'âme, quand on commence à méditer, et quand on commence à se rendre compte de qu'est-ce que c'est que l'exigence de l'âme, qu'est-ce que c'est que l'exigence d'une conscience d'ensemble. Moi qui suis tellement habitué à ma conscience individuelle. Mais là aussi, ça remet trop de choses en question. Alors, là aussi, il faut se rassurer. N'essayons surtout pas de faire des grands bouleversements du jour au lendemain. Les conflits, c'est marche par marche. C'est petit conflit par petit conflit, et à chaque fois, on avance d'un cran. Tout simplement parce qu'il nous faut absolument reconnaître profondément chaque point. Par exemple, on ne pourrait pas dire, bon allez, puisqu'il faut y aller, moi je m'attaque directement au conflit esprit-matière. Comme je suis incapable de reconnaître l'esprit, et je suis incapable de reconnaître ce que c'est que la matière, je ne peux pas fonctionner. Donc je ne peux fonctionner en confrontation qu'avec ce que je suis réellement capable de reconnaître comme dualité, reconnaître de l'intérieur. Là oui, il y a quelque chose qui peut se créer pour aboutir à quelque chose d'autre. Mais petite marche après petite marche, petit conflit après petit conflit. Impossible de tout faire d'un coup. Non, ça ne marche pas. Voilà donc pourquoi, vous voyez, c'est intéressant de se dire, mais regardons nos frontières, regardons ce qu'on protège, regardons véritablement combien dans notre monde personnel, dans notre travail, dans notre entourage, dans nos amitiés, dans nos habitudes. Les habitudes, c'est un ensemble de frontières pas croyables. Comment finalement on protège un certain nombre de fonctionnements et qu'on n'a pas du tout envie de mettre le bazar. Et pourtant, on peut très bien mourir comme ça, dans nos habitudes. Et puis, on continuera la vie prochaine. Ou bien on peut trouver que, décidément, la vie ne m'épargne pas. Eh bien, tant mieux. Si la vie ne t'épargne pas, c'est que tu es encore tout à fait prêt à aller un peu plus loin. La vie te propose un nouveau processus d'unification. C'est pas facile, mais ça veut dire que tu es prêt. Ça peut être fait. Donc, il faut y répondre à cela. Deuxième point intéressant par rapport à l'espace. L'espace, non seulement, il est en expansion, il est infini, mais du coup, il n'a pas de centre. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Il n'y a pas de centre. Nous-mêmes, système solaire, on n'est même pas au centre de la galaxie. Alors, c'est vous dire, notre galaxie n'est au centre de rien, donc il n'y a pas de centre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ?
Parce que dans notre travail, justement, qui consiste à passer ce qu'on appelle du plexus au cœur, des frontières du moi à la globalité. D'où avons-nous un cœur? Pour passer au cœur, il va falloir passer quelque chose qui est très difficile, c'est le « il n'y a pas de centre ». En effet, tout ce que je viens de vous dire là, vous pourriez dire « Ah mais ça c'est très très juste, il faut absolument éclater nos frontières, il faut absolument s'ouvrir, il faut absolument agrandir nos limites. » Et moi je me rends compte que j'étais au centre d'un cercle, mais étroit depuis un certain temps. Il faut absolument agrandir ce cercle et je vais accueillir de plus en plus de choses, de personnes, etc. Et ça, je suis toujours au centre du cercle. Certes, mon cercle est de plus en plus grand, mais finalement, j'agrandis un cercle dont je suis toujours le centre. Et ça ne va pas. Ça, c'est pas le cœur. Et ça, je n'arriverai pas véritablement à me rendre sur le terrain de l'autre. Et c'est là qu'est la véritable difficulté du rayon 4. C'est qu'il va falloir arriver non seulement à agrandir ce cercle, mais se balader au sein du cercle et ne plus être le centre. Ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons des choses à créer avec les autres nations, avec les autres peuples, avec les autres religions, avec les gens de tous bords. Nous avons tellement de choses à créer avec tous, avec nos voisins, avec les gens qu'on côtoie tous les jours dans notre couple. On a vraiment plein de choses à créer ensemble. Mais cessons de le voir d'une manière centrée. À partir de mon centre, qu'est-ce que je peux faire pour toi? À partir de mon centre, comment je vais agrandir ma façon de voir les choses? À partir de mon centre, comment je vais essayer de construire quelque chose avec toi? Mais je ne peux pas. Il faut que tous les deux, nous fassions un pas hors du centre et qu'en se décentrant, ensemble, on construise quelque chose d'autre. Le cœur, c'est ça. C'est pour ça que, oui, c'est assez difficile à imaginer, mais il faut qu'on construise quelque chose en avançant chacun d'une manière le plus décentrée possible. C'est pas possible tout le temps, on revient très très vite au centre de son histoire, au centre de sa vie, on est le centre vraiment de son histoire. Et pourtant, c'est en apprenant à se décentrer le plus possible qu'on comprend véritablement ce que c'est que le cœur et qu'on crée ensemble quelque chose d'autre. C'est pas confortable, ça nous fait complètement sortir de nos zones de confort. Mais il faut véritablement, chaque jour, le chercher. Comment sortir de ce centre et ensemble, avec quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui sortent de leur centre, comment on peut créer quelque chose qui va plus loin, qui fait évoluer l'humanité? Voilà la question. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que tu crois que l'humanité a un cœur? Oui, bien sûr. Pas encore complètement. Mais ce fonctionnement que je viens de vous décrire, c'est sûr que c'est un fonctionnement qui existe. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. Il suffit de regarder combien l'humanité n'a jamais été autant soudée intérieurement qu'en ce moment. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a simplement un siècle, la notion d'humanité n'existait que chez des êtres très éveillés, très rares. Mais la plupart du temps, personne ne songeait à l'humanité. On n'avait même pas vraiment de données précises sur les autres pays, les autres continents, on ne voyageait pas. L'humanité, ça n'existait pas. Un siècle après, on sent maintenant ce que c'est que l'humanité. On sent, même par tous les moyens de communication, les interactions qui existent, l'écologie, etc., on sent ce que ça veut dire, l'humanité une. On n'a jamais été autant soudés intérieurement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est déjà un premier pas au niveau du cœur. Alors on pourrait se dire, mais quand même, disons, ça semble régresser sérieusement peut-être en ce moment. Ah mais il ne faut pas s'affoler. L'humanité n'avance jamais d'une manière linéaire. Il y a toujours des moments d'intégration qui suivent des moments d'avancée. Donc ça paraît toujours être un moment donné de recul, mais c'est rien. C'est des moments où les choses se posent. Et puis, regardez comme, par exemple, Donald Trump est très intéressant dans ce processus de rayon 4. Lui, c'est quelqu'un qui ne doute pas. Il est sûr d'avoir raison et il est sûr de vouloir créer une Amérique harmonieuse à l'intérieur de ses frontières. Et il l'affirme très fort. Et en cela, il sort l'Amérique et il sort tout le monde d'une espèce de torpeur qui fait que depuis des années, on était tous gouvernés un peu centre-droit, centre-gauche. Les gouvernements se succèdent dans les différents pays, ça ne change rien. Et là, d'un seul coup, tout le monde se dit en Europe, ah, mais s'ils se positionnent comme ça en point A, nous, il faut qu'on se positionne en point B. Et oui,
enfin, quand quelqu'un se positionne d'un côté, eh bien, ça amène tout le monde à se positionner de l'autre. Et ensemble, à trouver qu'est-ce qu'on va inventer de nouveau. Et c'est passionnant. Oui, c'est pour ça que finalement, lui n'est pas dans le conflit puisqu'il est sûr de lui, mais de par sa sûreté de lui, il amène un conflit tout à fait salutaire pour l'ensemble de l'humanité et ça va nous permettre de progresser. Nous voyons donc comment, à travers les événements du temps, l'espace est en train vraiment d'avancer du point de vue du cœur. Les frontières vont se redéfinir, vont se reculer. Et si nous-mêmes, nous réalisons que c'est notre travail de chaque jour de faire reculer nos limites, eh bien nous allons voir que bientôt sur le terrain, c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Je vous propose de méditer là-dessus.